édition de la rédaction. Merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, le deuxième débat entre Hillary Clinton et Donald Trump, virulent, au ton agressif, avec des attaques personnelles et des mots très durs. Les récents sondages donnent Clinton gagnante à 57% contre 34% pour Donald Trump. Le président de la Chambre, Nabi Berri, convoque les députés à une séance le 18 octobre pour élire les membres du nouveau bureau du Parlement. La chasse à l'homme aura duré 2 jours. La police allemande a finalement arrêté le jeune fugitif syrien soupçonné de préparer un attentat en Allemagne. Il a été dénoncé par son hôte, un Syrien à qui il avait demandé de l'héberger. D'impression générale, le deuxième débat entre Hillary Clinton et Donald Trump a été virulent et le ton agressif avec des attaques personnelles et des mots très durs. D'entrée de jeu, le candidat républicain a été sur la sellette à cause de vidéos de 2005 dans lesquelles il vantait ses méthodes de drague auprès des femmes et les deux candidats ont très peu évoqué les dossiers de fond. Les sondages effectués pendant le débat donnent Hillary Clinton gagnante à 57%. Contre 34% pour le milliardaire. Le récit de Noémie Roche. À leur arrivée, la tension est perceptible entre les deux candidats. Salut furtif, avant d'entrer dès la première question dans le vif du sujet. Interrogé sur les propos sexistes qu'il a tenus en 2005, enregistrés dans une vidéo diffusée il y a 3 jours, le candidat républicain tente de se défendre. Je ne suis pas fier de ce que j'ai dit, mais ça appartient au passé. Si vous regardez Bill Clinton, c'est bien pire. Moi, c'était juste des mots. Lui, il passait à l'action. Personne dans l'histoire de la politique dans cette nation n'a été aussi injurieux envers les femmes. Pour Hillary Clinton, les propos de Donald Trump n'ont rien d'étonnant. Il prétend que la vidéo ne le représente pas. Mais je pense que c'est clair pour tout le monde. Cela représente exactement qui il est. Et nous l'avons vu tout au long de la campagne. En difficulté, Donald Trump passe à l'attaque et ressort notamment à son adversaire l'affaire des courriels privés lorsqu'elle était secrétaire d'État. Si je gagne, je demanderai au procureur général de nommer un procureur spécial pour enquêter sur votre situation, parce qu'il n'y a jamais eu autant de mensonges, autant de tromperies. Hillary Clinton l'accuse de vouloir faire diversion. Sur les sujets de politique intérieure, le ton redescend très légèrement, mais sur les dossiers internationaux, les candidats s'écharpent à nouveau, notamment au sujet de la Russie. Nous n'avons jamais été dans une situation dans l'histoire de notre pays où un adversaire, un pouvoir étranger travaille si dur pour influencer le résultat d'une élection. Et croyez-moi, ils n'essaient pas de me faire élire, ils essaient d'influencer l'élection en faveur de Donald Trump. À la fin, les candidats daignent se serrer la main, mais ces 90 minutes d'échanges virulents laissent augurer une fin de campagne houleuse. Et je vous propose à présent l'analyse de Philippe Kreuzer à Washington. Très probablement le langage utilisé, cette agression claire entre les deux candidats. Je crois qu'on peut utiliser le mot juste. Il y a de la haine entre Donald Trump et Hillary Clinton. C'était le premier débat après cette vidéo diffusée et les propos agressifs de Donald Trump envers les femmes. Donc il y a eu sans doute beaucoup de femmes et des électeurs indécis qui auront regardé ce débat, qui ont donc décidé pour qui ils vont voter. Par exemple, dans cette salle, beaucoup des questions posées venaient de la part de ces électeurs indécis qui n'étaient probablement pas très convaincus par le ton utilisé par Donald Trump. C'était un ton agressif. Il a même emmené avec lui dans cette salle 4 femmes, 3 d'entre elles qui accusent Bill Clinton, le mari d'Hillary Clinton, l'ex-président, d'abus sexuels. Donc cette campagne électorale n'est pas très belle. Il y a beaucoup d'agressions entre les deux candidats. On a parlé un peu de politique aussi, un tout petit peu à la fin. Par
exemple, on a parlé de la guerre en Syrie. C'est peut-être le seul sujet sur lequel ces deux candidats sont plus ou moins d'accord, dans le sens qu'ils n'ont pas vraiment une solution en termes de quoi les États-Unis pourraient faire pour terminer cette guerre presque interminable en Syrie. Sur, par exemple, la réforme de la santé mise en place par Barack Obama aux États-Unis. Hillary Clinton veut la garder et veut l'améliorer. Donald Trump veut l'arrêter entièrement. Il y a eu aussi des discussions ou plutôt des propos tenus par les deux candidats sur, par exemple, les décisions de politique étrangère prises par Hillary Clinton dans le passé. Par exemple, son support pour la guerre en Irak, son support aussi pour l'intervention militaire en Libye. On a donc bien parlé de politique, mais ce que les électeurs vont retenir de ce débat plus qu'autre chose, c'était ce ton qui, selon ceux qui ont vu encore plus de débats présidentiels que moi, qui ont vu des douzaines ici aux États-Unis, ils me disent que c'est un ton qu'on n'a jamais vu dans un débat présidentiel. Juste un symbole pour ces échanges entre Hillary Clinton et Donald Trump. Le moment où ils sont arrivés sur scène, ils ont décidé de ne pas se serrer la main. C'est du jamais vu dans un débat présidentiel ici aux États-Unis. Le président de la Chambre, Nabi Berri, a convoqué les députés à une séance le 18 octobre pour élire les nouveaux membres du bureau du Parlement. Cette séance ouvrira la session parlementaire d'automne, conformément à la Constitution. Le 15 novembre 2014, l'Assemblée avait prolongé son propre mandat jusqu'en juin 2017, en dépit de l'opposition à l'époque de l'ancien président Michel Sleiman et de quelques blocs parlementaires, notamment le bloc du changement et de la réforme et les Kataeb. Wael Abou-Fahour à Ain et Tiné, le ministre de la Santé s'est entretenu avec le chef du Parlement, Nabi Berri. Il a notamment été question des tractations politiques en cours en vue de l'élection d'un nouveau chef de l'État. Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de la rencontre qui intervient après une visite éclair du ministre de la Santé à Riyad, lors de laquelle il s'est entretenu avec de hauts responsables du royaume. Alors que le conflit syrien est entré dans une nouvelle phase d'aggravation autour d'Alep, le torchon brûle encore plus entre la France et la Russie. 2 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU en désaccord dans ce dossier. Ce lundi, la chaîne de télévision française TMC publiera une interview de François Hollande qui met une pression accrue sur son homologue Vladimir Poutine et les auteurs de crimes de guerre en Syrie. Ceux qui commettent ces actes auront à payer la responsabilité, y compris devant la Cour pénale internationale, dixit François Hollande. Je vous l'annonçais en titre, la police allemande a annoncé ce matin l'arrestation à Leipzig, dans l'est du pays, du jeune fugitif syrien soupçonné de préparer un attentat. Les forces spéciales ont trouvé le jeune homme de 22 ans ligoté dans l'appartement de son hôte qu'il a dénoncé à l'issue d'une chasse à l'homme de grande ampleur de 2 jours à travers tout le pays. Le récit de Marc Pope. C'est dans cet immeuble de Leipzig que le suspect, un réfugié syrien de 22 ans, a été arrêté. Traqué depuis 2 jours, il avait trouvé refuge ici chez 2 autres Syriens. Djaber al-Bakr est soupçonné d'être en contact avec des groupes terroristes et de préparer un attentat. Une nuit d'angoisse et de frayeur dans cette résidence qui a laissé place au calme. Je suis choquée, vraiment choquée. On se dit que cela ne peut jamais nous arriver, que tout ça nous est étranger. Mais en fait, des choses horribles peuvent se passer juste à côté de chez nous. La police allemande avait déjà mené un raid à son domicile de Chemnitz il y a 2 jours. Le suspect avait réussi à s'échapper, mais les autorités avaient découvert plusieurs centaines de grammes d'explosifs. Aujourd'hui, la police ignore toujours quelles étaient ses cibles potentielles. L'Allemagne a déjà connu l'été dernier 2 attaques revendiquées par le groupe État islamique. L'une à bord d'un train en Bavière et l'autre lors d'un festival musical. Des attaques qui avaient fait 20 blessés. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite.
Retour sur le plateau de l'info, le bilan de l'ouragan dévastateur Matthew qui a frappé durement Haïti la semaine dernière s'est alourdi à au moins 372 morts, 4 disparus et 246 blessés. 5 ans après le séisme du 12 janvier 2010, la République se trouve de nouveau ravagée par le passage de l'un des pires ouragans de son histoire. La population démunie est menacée par la crise alimentaire et le choléra et de surcroît très traumatisée. Noémie Roche. Cette femme a perdu son frère et sa nièce de 3 ans. Ils sont morts écrasés par un bloc de ciment. 4 jours après le passage de l'ouragan Matthew, Haïti enterre ses morts. Le bilan humain ne cesse de s'alourdir au fur et à mesure que les secours accèdent aux zones les plus touchées. Port-Salut, petite ville côtière au sud de l'île, est méconnaissable. Les habitations en béton ont à peu près résisté aux violentes rafales de vent. Les autres ont été détruites. Cette famille de pêcheurs est obligée de dormir dehors. On a tout perdu, on n'a plus rien. Les maisons étaient mal construites, alors elles sont tombées. On n'a plus rien, on ne sait même pas où aller. Livrés à eux-mêmes, les habitants n'ont pas d'autre choix que de consommer de l'eau polluée. Résultat, le pays doit maintenant faire face à une autre menace, le choléra. Après l'ouragan, les risques d'épidémie ont fortement augmenté. Après une semaine d'âpres violences, l'Éthiopie déclare l'état d'urgence pour 6 mois, une décision sans précédent depuis 25 ans puisqu'elle concerne l'ensemble du territoire. Un mouvement de contestation mené par la communauté Oromo. Les communautés Oromo et Amara mènent un mouvement de contestation contre le gouvernement dominé par des Tigréens du Nord depuis plusieurs mois. La répression aurait fait des centaines de morts d'après des organisations de défense des droits de l'homme. Les explications de Julien Cheïda. Des entreprises étrangères directement visées. L'Éthiopie est l'un des États africains à la croissance la plus importante. Malgré cette embellie économique, de récents mouvements de protestation ont ciblé les investisseurs étrangers. Certaines de ces manifestations pour demander plus de liberté ont tourné au drame. Une 50aine de personnes ont été tuées. Réponse du gouvernement, la mise en place de l'état d'urgence. Des forces hostiles à la paix conspirent avec des ennemis de l'Éthiopie dans le but de créer le chaos dans notre pays. En menaçant la paix, ils mettent notre peuple en danger. Le gouvernement a aussi bloqué toutes les connexions aux réseaux sociaux pour empêcher, selon lui, l'organisation de nouvelles manifestations. On s'attendait à ce que le gouvernement ouvre un espace de réflexion sur la situation politique. Les leaders religieux, les universitaires et les citoyens réclament plus de liberté et veulent un dialogue national. Mais le gouvernement répond toujours de la même façon, celle de la force et de la répression. Au cœur des revendications des protestataires, une meilleure représentation au gouvernement et des droits plus élargis. En Éthiopie, 2 ethnies représentent 60% de la population, les Oromo et les Amara. Mais ils s'estiment marginalisés par le gouvernement dominé par les Tigréens du Nord. Ceux-ci ne représentent que 6% des Éthiopiens. Dans le reste de l'actualité, le patron de la Deutsche Bank est rentré bredouille de Washington. John Cryan n'est pas parvenu à obtenir du département américain de la justice une réduction de l'amende de 14 milliards de dollars qu'il lui réclame pour le rôle de la première banque allemande dans la crise des subprimes. John Cryan doit en plus gérer des révélations de presse sur le traitement de faveur dont a bénéficié son établissement dans le cadre des tests de résistance menés par la Banque centrale européenne. Le titre Deutsche Bank a décroché de 3% à l'ouverture ce lundi avant de réduire ses pertes. Le prix Nobel d'économie a été attribué à 2 théoriciens du contrat, l'américano-britannique Olivier Hart et le finlandais Bengt Holmström. Leurs travaux couvrent un vaste champ d'application de la faillite
au droit constitutionnel. Ces chercheurs ont développé la théorie du contrat, un cadre exhaustif d'analyse des multiples aspects du contrat, comme la rémunération des dirigeants basée sur leur performance, les franchises ou encore les copayeurs dans les assurances et la privatisation de secteurs publics. Des dizaines de milliers d'hindous se sont rassemblés dans un temple de Dhaka pour la cérémonie de la Kumari Puja. Cette célébration fait partie du festival dit de Durga Puja, une des principales fêtes chez les hindouistes en l'honneur de la déesse Durga. Dans la tradition hindoue, Durga apparaît dans le livre sacré du Ramayana au moment où le héros Rama s'engage dans la bataille contre le démon Ravana. Implorant la déesse de lui accorder sa bénédiction, cette dernière, touchée, lui apparaît et lui assure la victoire. Durga représente la force et symbolise la déesse mère dans son aspect très guerrier. Maître l'appelait plutôt les uns, Monsieur Andrej l'appelait ceux qui voulaient souligner qu'il le connaissait. Wajda, dans son pays, était un monument à l'étranger, l'un des plus grands réalisateurs polonais en France, l'auteur de L'Homme de Fer, son film primé au Festival de Cannes en 1981. Il vient de s'éteindre à l'âge de 90 ans, le récit de David Gilbert. C'était en 2012, sur le tournage de son avant-dernier film. À 85 ans passés et sous la neige, Andrzej Wajda continuait de diriger ses acteurs. Jusqu'à sa mort dimanche soir à Varsovie, le metteur en scène n'a eu de cesse d'étoffer une œuvre débutée en 1955, une œuvre qui a souvent collé au plus près de l'histoire de son pays. Dans ce film, L'Homme du peuple, qui lui vaut une récompense à la Mostra de Venise, il s'intéressait cette fois à la vie de son ami Lech Walesa. Le peuple polonais se cherche des héros contemporains, quelqu'un en qui il peut croire, et je pensais que c'était le meilleur moment pour faire ce film. Son engagement auprès du leader syndicaliste devenu Nobel de la paix puis chef d'État n'a été qu'une étape dans la carrière très politisée d'Andrzej Wajda. Dès ses premiers films, le réalisateur se distingue du cinéma partisan, alors en vogue dans les pays de l'Est, jusqu'en 2008 lorsqu'il racontait dans son film Katyn l'histoire de son père, l'un des 22 000 officiers polonais massacrés par les soviétiques en 1940. La critique du communisme et la défense des libertés lui ont souvent valu des ennuis avec la censure de son pays, mais aussi la reconnaissance internationale et une multitude de récompenses, comme la Palme d'Or à Cannes en 1981 pour L'Homme de Fer, ou encore un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Une carrière qui se poursuit même après sa mort, puisque son dernier film, Powidoki, doit bientôt sortir en salle et représentera la Pologne aux prochains Oscars. Et avant de se quitter, ces images en provenance des États-Unis où la ville de Newry, dans le Maine, a accueilli la dernière édition du championnat de portée de mariée d'Amérique du Nord. 40 couples ont participé à cette 17e édition. Les gagnants vont participer au championnat du monde en Finlande l'an prochain. Et voilà, c'est sur ces images que l'on se quitte, le rappel des titres. Le deuxième débat entre Hillary Clinton et Donald Trump a été virulent et le ton agressif avec des attaques personnelles et des mots très durs. Les récents sondages donnent Clinton gagnante à 57% contre 34% pour le milliardaire. Le président de la Chambre, Nabi Berri, convoque les députés libanais à une séance le 18 octobre pour élire les nouveaux membres du bureau du Parlement. La chasse à l'homme aura duré 2 jours. La police allemande a finalement arrêté le jeune fugitif syrien soupçonné de préparer un attentat en Allemagne. Il a été dénoncé par son hôte, un Syrien également, à qui il avait demandé de l'héberger. Très bonne suite de programme sur notre antenne. L'info continue.